Parlons, Henri, d'un tout autre sujet également ce soir inscrit à l'ordre du jour avant d'aller éventuellement au standard, puisque vous le savez, les codes d'accès sont affichés. Vous pouvez donc appeler et interagir avec nous. C'était l'une des premières sorties publiques de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, après les révélations fracassantes de Robert Bourgi. Souvenez-vous, il y a quelques jours seulement, il a fait je ne sais pas si je devrais qualifier cela de mea culpa, mais Laurent Gbagbo, dans son intervention précisément, est revenu justement sur les propos de ce dernier. Il s'est également largement appesanti sur les relations qu'il entretenait à l'époque avec les autorités françaises, de Jacques Chirac en passant par Nicolas Sarkozy. S'il a confirmé d'un côté les allégations de Robert Bourgi sur ces 2 milliards de francs CFA versés à Jacques Chirac, Laurent Gbagbo relève avoir néanmoins marqué son étonnement quant à la démarche du président français de l'époque, qui est Jacques Chirac. Du coup, on s'interroge ce soir, pouvait-il agir autrement, le président, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo? Pourquoi tenait-il autant à s'attirer les bonnes grâces du pouvoir français? Comment expliquer ce chantage dont il a été victime? Mais surtout cette ingratitude à la fin de son pouvoir. De toutes les façons, peut-être avant de revenir vers vous, Henri, je voudrais que nous prenions cet extrait de celui de Laurent Gbagbo. Ça sera d'ailleurs l'un des premiers que nous aurons à jouer durant cette émission du Point sur l'actualité, parce qu'il y en aura 2. Mais nous prenons tout d'abord cette première attitude de l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Vous avez écouté les propos du livre de Robert Bourgi, hein, oui, Robert. Voilà, qui parlait de Nicolas Sarkozy qui avait promis de vous vitrifier. Cette anecdote, elle est vraie? Ah ben ça, c'est à lui qu'il faut demander. Puis c'est lui qui était à l'Élysée avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement, Monsieur le Président. Oui. On apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui. Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. Oui. C'est vrai ou pas? Vous Mais pensez? ça, nous savions depuis longtemps. Depuis toujours que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattara. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattara. Mais ensuite, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Monsieur le Président, Robert Bourgi, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui. Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui vous dit d'abandonner. Oui. Et on vous promet beaucoup d'argent, bref, il cite un certain nombre d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader? Ah oui, ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Mais en fait... Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez raccroché au nez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'entends pas à ce que quelqu'un qui est, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Quel commentaire, Henri, quand vous écoutez Laurent Gbagbo revenir justement sur ce qui s'est précisément passé? Il est revenu sur ce fameux coup de fil de Robert Bourgi avec des exigences de la part de Nicolas Sarkozy.
on ne va pas revenir sur les réponses, ou du moins ce qu'a répondu Laurent Gbagbo, mais quand il revient, il dit le pouvoir en place, avec à sa tête Nicolas Sarkozy, ne voulait pas me voir. On le relance pour savoir l'origine justement de cette inimitié. Il dit éventuellement cela pourrait être lié au fait que Nicolas Sarkozy soit ami avec le président actuel de la Côte d'Ivoire. Alors, comprenez-vous justement la posture en question de l'ancien chef d'État qu'il est aujourd'hui, cette posture qu'il adopte au lendemain justement de ces révélations, ou du moins de ce mea culpa de Robert Bourgi? Mais en fait, il ne fait que dire les faits. Il dit les faits. Ce qui m'épate beaucoup, c'est que les gens soient surpris de ce que moi, j'étais encore gamin, j'entendais M. Bokassa dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de M. Bokassa, ou si vous étiez déjà né. J'entendais Bokassa dire ça. Vous vous souvenez quand M. Bokassa s'est exilé en France, vous étiez certainement très petit, donc vous ne suiviez pas encore l'actualité politique. Il était réfugié politique. Il s'est retrouvé dans la misère, il a demandé de retourner dans son propre pays. Et il a parlé des diamants qui donnaient l'affaire des diamants. L'affaire, il y a eu tellement de scandales. Ça, c'est le cas le plus frappant. Mais on a entendu parler de la même chose avec Bongo. À un certain moment, pourquoi est-ce que les campagnes électorales en France, on a commencé à les financer par la France? Avant, ça ne se passait pas comme ça. Quand tu étais en campagne électorale en France, tu pouvais être financé par qui tu veux. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté ça? Mais parce que c'est celui qui finance qui donne l'ordre. Monsieur Bongo finançait tellement la vie politique française qu'il disait qu'il peut être ministre en France. Le père de monsieur Omar Bongo, le Bongo père, ces documents existent. Il appelait le chef d'État français et dit tel, j'aime pas sa tête comme ministre. Et dès que Bongo arrivait en France, tout le monde qui voulait faire la politique en France défilait à l'hôtel de Bongo pour aller chercher les enveloppes. Les mallettes d'argent. Et c'est quand même assez paradoxal parce que des pays pauvres finançaient la vie politique des pays riches. Mais ça, c'est su de tout le monde. Comment ça se fait-il? Bon, je veux comprendre que celui qui a 20 ans aujourd'hui ne comprenne pas. Comment des gens sont surpris d'entendre ce que M. Gbagbo dit? Ça ne surprend personne. Moi, ça ne me surprend pas. Et c'est pour ça qu'on avait droit à imposer en France, parce que entre ces financements des partis politiques et les détournements d'argent et les enrichissements personnels, Jacques Chirac, l'ancien chef d'État de la France, lui-même avait été condamné. Même si on avait estimé qu'il n'y avait pas eu enrichissement personnel. Il avait été condamné. Toutes ces choses sont publiques. Donc en fait, rien de nouveau. On se souvient de l'affaire de Kadhafi. Comment Kadhafi parlait de l'argent qu'il donnait aux hommes politiques français. Ça lui a d'ailleurs coûté la mort, d'après ses confidents. Oui. Donc c'est une démarche, normale et logique pour vous, au regard justement de ce contexte? Il n'y a rien de logique. Sinon, on ne serait pas panafricain. Nous sommes panafricains, pourquoi? C'est parce que, c'est pour ça que je dis souvent qu'il y en a qui sont panafricains sans référence. Moi, j'ai grandi, j'avais 17 ans, en entendant les scandales de Bokassa, en entendant les scandales du père Bongo. Il y en a qui ne savent pas, quand j'arrive en Europe pour étudier, j'étais à Paris, rendu visite un de mes cousins, et je suis allé dans une boîte connue à l'époque, et j'ai vu une Rolls-Royce dehors. Et puis, j'entends mon cousin qui me dit, le fils de Bongo est là, l'ex-chef d'État du Gabon. Il dansait dans cette boîte, elle est déjà fermée, donc je peux donner son nom, qu'on appelait le Timis à l'époque, avec sa Rolls-Royce. Donc, je veux dire, nous ne sommes pas panafricains parce qu'on a vu tout ça, parce qu'on a vu toutes ces dérives. Et toutes ces choses étaient connues dans la presse. C'est lui qui n'a pas connu ça, il est panafricain de circonstances. Mais mon rôle, notre rôle, c'est de donner à la jeune génération ces informations qu'on a. C'est pour ça que je leur dis que ça, tout ce que vous trouvez, que M. Gbagbo a dit, allez regarder les mémoires de Bokassa, du père Bongo et de tous les autres chefs d'État africains qui envoient de l'argent
pour les campagnes politiques en France. Et en général, il s'arrangeait à ce qu'il y ait de l'enrichissement personnel, mais par des sociétés dites des sociétés écrans. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous voulez comprendre la géopolitique, il faut comprendre l'économie et la finance. Quand vous voulez comprendre la géopolitique, il faut comprendre l'économie, la finance, la politique, la stratégie. Vous allez comprendre qu'est-ce qui motive leurs décisions. Je n'ai jamais dit que c'est normal. Si ça avait été normal, moi je ne serais pas panafricaniste. Voilà. Je suis panafricaniste parce que je me suis dit, ben, tiens, moi je veux bien être chez moi, mais je ne peux pas continuer à entendre que mon pays, chez moi, ou les pays africains, financent des hommes politiques en français, alors que les populations sont dites pauvres. Est-ce que ça fait sens? Est-ce normal? Je vous renvoie la question. Voilà. Vous trouvez vraiment que normal qu'on ait donné des milliards, la Côte d'Ivoire a donné des milliards à Jacques Chirac, alors que ces milliards auraient pu servir aux investissements en Côte d'Ivoire? Voilà. Du coup, quelques jours après le mea culpa de Robert Bourgi, Laurent Gbagbo nous dit Nicolas Sarkozy ne voulait pas le voir. Comprenez-vous pourquoi, Henri Atangana? Mais c'est ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est-à-dire que si vous regardez une chose, vous vous souvenez, enfin, moi je vais aller, hein, je vais y aller. Vous vous souvenez, dans la dernière campagne présidentielle, un homme politique camerounais nous a expliqué que son modèle c'est Ouattara. Ça ne vous a pas surpris? Il l'a fait publiquement, hein, donc je n'invente rien. Un homme politique camerounais qui sort dans les médias et dit que son modèle politique c'est Ouattara. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire seulement qu'il doit être au pouvoir installé par la France. Ça veut dire quoi tout ce que je raconte? C'est qu'après les indépendances, les gens qui voulaient être chef d'État ou ministre allaient... J'ai failli être... ne le soyez pas grossier, Henri. Enfin, aller en France, oui, se faire coopter. Voilà, j'ai essayé de le dire sans être vulgaire. Et comme ça, ils sont portés au pouvoir. Donc, ils faisaient donc des amitiés. Et dès que tu avais été gentil avec un Français qui est un homme politique, dès qu'il est chef d'État, il te met au pouvoir. Et c'est la raison, c'est ce qui justifie la soumission de certains hommes politiques, en quelque sorte aujourd'hui, à la France. Ouattara est le cas palpable. On ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas. On voit pourquoi il est soumis. Parce qu'il sort de l'ancien système colonial où pour être chef d'État en Afrique, tu devrais avoir la bénédiction de papa la France. Beaucoup l'ont fait, mais quand ils ont voulu se rebeller, parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer leur pays, ils ont été éjectés. C'est le cas d'Ahidjo. Je vous avais pris le cas ici. Vous vous souvenez, on a voulu en parler une fois. Ahidjo va faire la même chose. On va, d'ailleurs, c'est Monsieur Georgie, d'ailleurs un nom qui rime avec Bourgi. Guy Georgie, qui a favorisé l'élection d'Ahidjo. Mais quand Ahidjo se rend compte qu'il n'arrive pas à gouverner le pays avec les accords qu'il a signés lui-même, parce que, c'est-à-dire, il y a certains qui ont fait par naïveté. Oui. Allez regarder le Gabon avec Léon Mba. Allez regarder Bokassa. Allez regarder Mobutu. Il était coutumier d'avoir la protection de papa la France pour rester au pouvoir. C'est monnaie courante pour quelqu'un qui regarde l'actualité géopolitique du monde depuis plusieurs années. Mais alors, c'est banal. Mais c'est une banalité ennuyeuse. Voilà. Mais c'est bien qu'on remette ça sur le devant de la scène pour comprendre aux jeunes panafricanistes les raisons pour lesquelles on est panafricaniste. Parce qu'on veut l'autonomie, la souveraineté. On ne veut pas qu'on prenne des milliards pour aller donner un homme politique français pour sa campagne électorale, alors que, en même temps, on se plaint des coupures d'électricité. Si vous me dites si ça fait sens, alors, je vous donne le prix Nobel. 2 milliards de francs CFA versés à l'époque par Laurent.